Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau débat avant le second tour des municipales. Chaque soir, on s'arrête sur un enjeu important et aujourd'hui, on vous emmène à Sète. Sète, l'île singulière, va-t-elle créer la surprise le 28 juin prochain ? Une triangulaire oppose le maire sortant, François Commen, à deux listes d'union, une à gauche, une à droite. Bonsoir Véronique Kalueba. Bonsoir. Vous êtes arrivée deuxième, vous menez la liste Ensemble pour Sète, soutenue notamment par Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la France Insoumise. Avec nous, il y a également Sébastien Pacul. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes arrivé troisième avec la liste Union des droites et des citoyens soutenue par le Rassemblement national, la droite populaire et Debout la France, entre autres. Le maire François Commen est arrivé en tête. Il brigue un 4e mandat, mais vous ne l'entendrez pas ce soir puisqu'il n'a pas souhaité participer à ce débat. On est ensemble pour 40 minutes. On va bien sûr parler logement, transport, emploi, voir quelles sont vos propositions. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on s'arrête sur la période qu'on vit. Depuis le premier tour, notre vie a tous été chamboulée. Est-ce que ces semaines très particulières ont changé quelque chose chez vous, personnellement, Véronique Kalueba ? Oui, personnellement, ça nous a, je pense, tous impacté en termes de réflexion sur soi et sur la façon dont on vit, la façon dont on vit la ville, la façon dont on vit la relation aux autres et à soi-même. Et c'était un moment qui était à la fois très ouvert en termes de solidarité et très refermé sur soi. Et ça nous a donné à penser aussi combien toutes les propositions qu'on avait menées dans le premier tour de la campagne étaient adaptées pour que la société, que la ville s'adapte en cas de nouvelles pandémies et comment on peut développer des nouvelles solidarités, etc., pour faire face à ce genre de problématiques. Alors on verra ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et vous, Sébastien Pacul, quel impact a eu sur vous cette crise du Covid ? J'ai envie de vous dire un gros impact, comme pour tout le monde, puisque aujourd'hui, moi, je suis directeur commercial dans une société. Je ne vis pas de la politique, et donc la société pour laquelle je travaille est mise à mal. Les salariés aussi sont en danger. Et effectivement, comme le disait Madame Kalueba, ça a permis aussi de mettre en perspective nos programmes par rapport aux événements qui sont passés. C'est-à-dire que nous, quand nous parlions de défendre une mutuelle communale, nous défendions l'hôpital, nous défendions le parking gratuit pour les aides-soignants et le lien intergénérationnel. Forcément, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, encore plus, tous ces sujets-là sont d'actualité et que nous avons besoin d'offrir ça aux Sétoises et aux Sétois. Avant d'en venir à vos propositions, on va s'arrêter sur les résultats du premier tour et voir comment vous envisagez justement le deuxième. Alors, le maire sortant, soutenu par les Républicains et la République En Marche, est arrivé en tête avec près de 35% des voix, devant les deux listes de gauche, dont la vôtre. Véronique Kalueba, 19 et 17%. Sébastien Pacul, vous avez rassemblé 14% des électeurs. Il y avait une 5e liste qui s'était qualifiée pour ce second tour, celle de Rudy Llanos, mais qui s'est retirée. Et il y avait donc 7 listes en tout pour ce premier tour. J'ajoute que le taux d'abstention était de 52%. Véronique Kalueba, vous avez fusionné votre liste avec celle du socialiste Sébastien Denaja. Si on additionne vos deux résultats, on arrive quasiment au résultat du maire sortant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore de la réserve ? Alors, d'abord, je voudrais dire mon regret que le maire sortant ne soit pas parmi nous aujourd'hui. Parce que quand même, après 19 ans de mandat, on a des bilans à tirer. On a des projets peut-être encore, c'est pas sûr, puisqu'il n'est pas là et qu'il ne peut pas les amener, et que la crise du Covid n'est pas un paravent par rapport à la souffrance que ça a amené chez les gens. Il y a eu des maladies, il y a eu des morts, et on ne peut pas utiliser cette souffrance-là et ce post-Covid pour ne pas participer à un débat démocratique. Et alors, sur ma question d'entrée. Voilà. Sur ma question, avez-vous encore de la réserve ? Eh bien, je pense que vu le taux d'abstention, tout le monde a de la réserve. Et nous avons quand même totalisé avec la liste de Sébastien Denaja, plus que le maire actuel. Donc nous sommes très optimistes et nous appelons tous les Sétois. Il y a quand même 65% des Sétois qui n'ont pas voté pour François Commen. Et il y a beaucoup de Sétois qui ne se sont pas déplacés. C'est vrai que la situation était compliquée. On nous a dit le vendredi qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires. Nous avons annulé notre dernier meeting pour être dans des grandes sécurités. Et puis le dimanche, on demandait aux gens d'aller voter. Donc vous regardez clairement du côté des abstentionnistes ? Bien sûr, du côté des abstentionnistes. Et là, on fait campagne. Nous, on fait campagne. On va au-devant de la population pour présenter nos projets avec toutes les contraintes sanitaires possibles et les précautions.
élections et on rencontre beaucoup de gens qui nous disent « nous ne sommes pas allés voter parce que nous avons eu peur ». Et là, il faut mettre en place les conditions pour que le vote soit sécure et que tout le monde puisse aller voter parce que c'est quand même un acte démocratique fondateur. Et vous, Sébastien Pacul, donc vous avez été un petit peu déçu par vos résultats du premier tour. Est-ce que l'Union des droites n'a pas suffisamment convaincu? Et comment vous pensez rattraper un petit peu votre retard? Alors, je vais vous dire, lorsque je regarde l'Union des droites, déjà, il faut replacer des choses en perspective. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, je suis encore président des Républicains. Si vous regardez aujourd'hui le score des Républicains, qui sont M. Alex Larue sur Montpellier ou M. Abou sur Béziers, ils sont à moins de 5%. C'est un effondrement total de la droite traditionnelle. Donc les faits et les résultats me donnent raison dans ce qu'ils ont apporté sur 7. Maintenant, il est évident qu'il y a eu 17 000 électeurs qui ne se sont pas prononcés, parce que ce premier tour n'aurait pas dû avoir lieu. Il a juste été programmé par rapport à ce que voulait faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire figer les choses. Et ensuite, il faut aller convaincre les autres électeurs. Il faut surtout mais à 7, la droite traditionnelle, c'est plutôt François Commen. Moi, je n'ai pas envie de vous dire que François Commen, c'est la droite traditionnelle. François Commen, c'est un système de maire en place, tout simplement. Et on le voit, puisqu'aujourd'hui, je déplore, moi aussi, son absence à ce débat. Et pour vous signaler mon sentiment, moi, je pense qu'il est soit dans le sentiment de toute puissance, soit dans l'excès d'orgueil, ou peut-être qu'il veut profiter justement de l'effet du maire sortant post-Covid. Mais il est en tout cas, par les Républicains. son débat, son résultat, c'est 34%, c'est-à-dire que c'est le plus petit résultat des maires sortants qui se disent LR sur la région. Il a quand même 65% des Sétoises et des Sétois qui sont contre lui. Mais donc aujourd'hui, si vous reliez les résultats de Rudy Janos et moi-même qui étaient sur le même, on va dire, schéma politique, nous nous situons à peu près à 25-26% des voix. Et donc ça fonctionne puisqu'on a fait ce pont entre les Sétois aujourd'hui qui va du Rassemblement national jusqu'au centre. Je dois souligner quand même que François Commen était soutenu par les Républicains. Voilà, donc il a une situation à droite. Voilà, contrairement. Plus à l'REM. Les deux. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle les Républicains en marche. On en vient à vos propositions, on commence à ouvrir les différents dossiers. On va commencer en parlant de logement. C'est vraiment, dans cette campagne, un mot que l'on a beaucoup entendu. On a aussi beaucoup entendu le mot béton. Trop de béton à 7, trop de construction, mais aussi des logements trop chers. On va regarder quelles sont vos propositions sur la question. Sébastien Pacul, on va le rappeler, vous avez fait partie de cette majorité municipale pendant 12 ans. Est-ce que 7 a trop construit? Est-ce que c'était une erreur? Alors, je pense qu'effectivement, à 7, les projets qu'il peut y avoir aujourd'hui sont beaucoup trop gros et ne sont pas mesurés par rapport aux besoins des Sétois. Effectivement, j'étais adjoint, c'est le passé. Quel avenir on nous propose aujourd'hui? Ce sont des projets que vous avez peut-être votés. Ce ne sont pas des projets que nous votons. On vote un PLU, d'accord, mais on ne vote pas des permis de construire, ce sont les maires qui les délivrent. À partir de là, dans la future ZAC entrée Est, il appartiendra au maire sortant, ou au futur maire, de délivrer ces permis de construire. Pour ma part, je pense que c'est démesuré, surtout à l'ère du Covid. Plus de 4000 logements, avec un taux, grosso modo, de logements sociaux qui serait évolué vers 40%. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'il faut à 7. 7, il faut y créer de l'emploi. Ce sont nos dernières réserves foncières. Donc cette zone-là doit permettre à nos jeunes de pouvoir se loger, puisque la politique de logement qui a été menée jusqu'à aujourd'hui n'a pas permis aux jeunes de se loger. J'ai discuté tout à l'heure avec la personne qui est à l'accueil, qui est un Sétois, et qui aujourd'hui vit ici, malheureusement, parce qu'il n'a pas pu se loger à 7. Alors, ce n'est pas ce que répond la mairie. La mairie avance le fait qu'il y a quand même 25% de logements sociaux dans les différents programmes et qu'il y a 1300 logements sociaux qui ont été créés depuis 2001. Bien sûr, mais ces logements sociaux aujourd'hui ne s'adressent pas à tous. Ils ne s'adressent pas notamment à une partie de la population qui aujourd'hui est ce qu'on appelle les classes moyennes, qui n'ont ni accès au logement social, mais ni accès à l'accession à la propriété, puisque c'est trop cher. 4 000 à 4 500 euros le mètre carré. Donc moi, je propose des logements accessibles qui seront construits à 2 000 euros le mètre carré. Ça ramène un T3 de 60 mètres carrés à 120 à 150 000 euros, là où aujourd'hui, vous devez le payer 240 000 à 280 000 euros. C'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est une proposition concrète pour loger des Sétois.
Véronique Talueba, vous aussi, vous avez beaucoup dénoncé le béton. Vous êtes d'accord là-dessus, a priori? Alors, nous, on est d'accord par rapport, comme tout le monde, tous ceux qui étaient contre le maire sortant étaient d'accord contre cette bétonisation excessive. Parce qu'effectivement, quand vous vous promenez à Sète, vous vous apercevez que ça construit de partout, mais ça ne construit pas pour ceux qui ont besoin de se loger. Actuellement, nous avons 20% de résidences secondaires. Ce qui est construit et ça ne s'adresse pas aux Sétois, aux classes moyennes ou aux classes populaires qui ont besoin absolument de se loger. Nous avons 2500 logements vacants ou indignes en centre-ville. Nous avons 2000 demandes de logements sociaux. Donc il y a un réel besoin de logements pour la population sétoise. À partir de là, eh bien voilà, à partir de là, nous, comment on fait? Quand on regarde la façon dont a été gérée les constructions depuis les 15 dernières années, et que d'ailleurs M. Pacul a voté aussi d'ailleurs, c'est un aménagement côté ouest et maintenant un aménagement qui était proposé côté est, et le cœur de ville, la ville en elle-même, a été largement abandonnée. Nous proposons de travailler sur la ville sur la ville, et de construire et de rénover, de mettre le paquet sur tout ce qui est rénovation du centre-ville. Il y a des endroits qui sont complètement à l'abandon. C'est-à-dire concrètement avec des aides pour les propriétaires? Mais les aides, on a des outils. Il y a l'ANRU, on a Taux Habitat, qui est la société de logement social, on a la SA Élite. Il suffit de donner des missions à toutes ces aides-là, d'aller trouver, et il en existe des subventions pour travailler sur la réhabilitation et de réhabiliter pour loger les gens. Parce qu'on a besoin de proposer des logements pour ceux qui en ont besoin. Et la première chose que nous ferons aussi, c'est dès que nous sommes élus, c'est de revoir tous les permis de construire, parce que ces permis de construire ne prennent en aucun cas et en aucun compte toute l'écologie. Vous voulez faire un moratoire, c'est ça? On fait un moratoire et puis on met en révision tout le PLU. Voilà, parce que nous avons fait un inventaire, il y a 1070 appartements en construction. Pendant le Covid, il y en a 168 qui ont été acceptés de construire. Le permis de construire a été délivré en face du cimetière Le Py. Mais ce sont des logements qui sont au prix du mètre carré inabordables. Alors, par rapport aux logements sociaux, effectivement, c'est la loi qui oblige qu'il y ait 20% ou 25% de logements sociaux. Mais ce ne sont pas des logements sociaux pour ceux qui en ont besoin. À 800 € un T3, c'est pas possible. Et en même temps, on manque de logements sociaux. Si on reste dans le cadre de la loi, on n'arrivera pas au pourcentage nécessaire. Sébastien Pacul, vous avez évoqué ce nouveau quartier Est qui se construit à l'entrée de la ville. Vous l'avez dit, 3500 à 4000 nouveaux logements. Qu'est-ce qu'on fait avec ce projet qui est en cours, qui va durer plusieurs années? Qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrêtez? Alors, moi, je souhaite évidemment arrêter toute délivrance de permis de construire. Et ensuite, je souhaite faire un référendum d'initiative citoyenne auprès de la population. C'est-à-dire que c'est la dernière ressource, aujourd'hui, foncière à Sète. Les Sétois doivent décider. Bien évidemment, je vais leur avancer un projet qui est mixte, qui sera entre la zone de loisirs, qui développera un théâtre de plein air, l'opportunité peut-être de pouvoir enfin faire un cinéma, des zones d'activité sportive pour les jeunes, puis au milieu de cette zone de l'économie, c'est-à-dire une zone d'emploi basée autour de l'environnement et de l'industrie verte. Économie. Bâtir de l'économie autour de l'écologie. On a une chance. Nous avons du vent, nous avons de l'eau, nous avons du soleil. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir développer l'environnement à Sète et une ressource fragile. Faisons de cette faiblesse, entre guillemets, pour l'avenir, une force. C'est ça l'économie. Et enfin, pouvoir implanter aussi une zone avec une véritable salle Brassens, un parking de délestage, des hôtels, un palais des congrès, pour pouvoir aussi accueillir un nouveau tourisme, qui serait un tourisme d'affaires et qui pourrait aussi nous protéger par rapport au Covid, de ce peu de diversité que nous avons économiquement parlant. 70% de notre PIB va baisser sur le tourisme à Sète. C'est un véritable talon d'Achille. Oui, on va en reparler du tourisme. Justement, à ce propos, concernant le logement et le tourisme, vous voulez réduire le nombre de jours de location autorisés. Ça concerne, j'imagine, les plateformes de location, les propriétaires notamment qui mettent leur logement
Mais est-ce que non, part... on n'a pas marqué comme vous voulez. Il faut qu'on réfléchisse à la place de la location et de la résidence secondaire, parce qu'une résidence secondaire pour des gens qui viennent y vivre une partie de l'année, c'est très bien, mais on commence à être envahi, comme dans toutes les villes touristiques, par ce tourisme-là qui est géré par des plateformes saisonnières. Donc il faut y revenir. Mais est-ce que c'est pas une source de revenus l'entrée supplémentaires Est, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important dans les enjeux de cette municipale. Effectivement, l'entrée Est, il y avait un projet qui a été présenté et soutenu depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, je suis très étonnée des propositions de M. Pacul parce qu'elles ressemblent particulièrement aux nôtres et absolument pas à ce qu'il a voté depuis plus de 12 ans en mairie. Donc, à la limite, tant mieux. Mais effectivement, cette entrée Est, là, actuellement, l'objectif, c'est 3000 logements. Est-ce que nous pouvons encore avoir sur cette ville qui n'a pas une économie stable, mais qui est une économie tournée uniquement vers le tourisme, c'est ce qu'on appelle nous une mono-économie tourisme et des activités culturelles, est-ce qu'on peut ne pas se permettre de garder le dernier foncier pour des projets économiques de soutien aux entreprises, du foncier pour l'artisanat, du foncier pour la formation aussi, parce qu'il y a un potentiel important autour du cinéma, autour des nouvelles technologies, autour de tout ce qui est environnemental, autour donc on a bien compris voilà. Que ce quartier Est vraiment ce sera quartier Est est quand même cette campagne. Le cœur de cette campagne, parce que ce sont les dernières réserves foncières de la ville. Et c'est l'avenir qui s'y joue là-bas. On va parler aussi d'avenir en évoquant l'environnement, la mobilité et les problèmes de circulation. C'est quand même un des gros points noirs à Sète, qu'on y habite ou qu'on y vienne, puisque cette ville est quand même coincée entre l'étang de Thau et la Méditerranée. Alors là, sur vos programmes, eh bien, vous proposez presque les mêmes choses, à savoir des parkings de délestage, le développement de navettes fluviales, des lignes de tram-bus. Comment on fait la différence là, entre vous deux ? La gratuité des bus. Nous avons une proposition phare qui est la gratuité des transports en commun. C'est-à-dire qu'avec une compétence d'agglo dans laquelle nous travaillerons, bien évidemment, mais nous avons étudié, comme ça se fait dans plein de villes, et ça, c'est pas vraiment un problème politique en termes gauche-droite, c'est un problème d'environnement. On sait que, par exemple, la pollution, un des facteurs de la pollution, c'est le transport. Donc, pour réduire l'utilisation de la voiture, qui en plus bouchonne dans la ville, prend des places de stationnement, il faut développer le transport en commun. Alors, on va laisser... Donc, le transport en commun, nous proposons, comme dans beaucoup de villes, de travailler sur la gratuité, l'objectif d'arriver à la gratuité du transport en commun. Alors, on va laisser Sébastien Pacul s'exprimer. Peut-être une réaction sur le transport gratuit. Est-ce que vous y croyez ? Pourquoi vous ne le proposez pas, vous ? Moi, aujourd'hui, le transport gratuit, je n'y crois pas. Parce qu'aujourd'hui, tous les investissements que nous voulons faire, ça a un coût. Et ce coût-là, de toute façon, il faut toujours que ce soit quelqu'un qui le paye. Et in fine, c'est la personne qui paye des impôts. Donc le transport gratuit, c'est gratuit peut-être pour l'utilisateur, mais pas pour tout le monde. C'est un choix politique, voilà. Un vrai choix politique. C'est votre choix, pour les pas citoyens, le mien. Bien sûr. C'est pas le mien. C'est important. Mais en tout cas, je m'étonne que Mme Kalueba, qui soit vice-présidente du Conseil général, n'ait pas déjà mis cette gratuité au niveau des transports du Conseil général. Et je m'étonne aussi quand même de l'état des routes non entretenues autour de Sète ou dans Sète par le Conseil général. Donc, je suis un petit peu départemental, si vous préférez. Donc, je m'étonne un petit peu de toutes ces propositions qui naissent aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite développer, c'est un système de trambus qui vienne d'Issanka, d'accord, jusqu'à la gare de Sète. Pourquoi ? Parce que la majorité des transports aujourd'hui et des flux viennent des gens qui viennent travailler sur Sète et qui se logent ailleurs. Donc, déjà, il y a deux solutions dans ce que je vous dis. Une fois que j'ai limité ces flux, si j'arrive à loger les Sétois qui aujourd'hui travaillent à Sète et ne peuvent pas s'y loger, je vais aussi pouvoir réduire ces flux de transport. Premier objectif. Deuxième objectif, dans les transports aussi, on ignore les livraisons. Les livraisons, c'est quelque chose qui bloque la circulation dans Sète tous les matins, qui panique les commerçants et les livreurs. Donc je souhaite mettre en place une plateforme de livraison du côté de Frontignan, avec ce qu'on appelle les livraisons du dernier kilomètre, qui se fassent par des mini-transports électriques. Et enfin, je souhaite aussi que nous exploitions les canaux, notamment pour les services publics. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la marine ou les quais, tous les restaurateurs aujourd'hui vous disent, pour relever les poubelles, on ne s'en sort pas. Toutes les personnes qui travaillent chez Nicolin ou à la ville vous disent, nous aussi on est stressés par notre travail. Donc je propose que ce soit des barges qui passent par les canaux et qui sortent les poubelles à l'entrée de la ville. Voilà les trois axes. Donc vous comprenez bien que
Il y a une ambition derrière. Cette ambition-là, aujourd'hui, je préfère offrir plus de confort et dire aux gens, vous payerez un prix modique, mais ça sera toujours moins cher que la voiture et ça sera mieux que si c'est gratuit. Transport fluvial ? Transport fluvial, oui, nous avons aussi un développement dans le cadre des transports en commun, des navettes fluviales, parce que notre ville est traversée de canaux, donc c'est important. Et l'objectif aussi d'utiliser le fluvial pour tout ce qui est livraison et déchets, c'est quelque chose que nous défendons aussi. Par contre, ce qui nous paraît très très important par rapport au nombre de voitures, c'est de créer des parkings de délestage autour, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent pour visiter la ville, pour passer une journée, ou même qui n'ont pas besoin de leur voiture tous les jours, pourraient utiliser des parkings de délestage et avec des navettes gratuites qui rentreraient vers le centre-ville et qui pourraient amener les gens pour la journée. Donc il y a beaucoup de gratuité dans votre programme. Comment vous financez tout ça ? C'est un choix politique parce que l'agglo peut faire ce choix-là. Ça a été fait dans plein de villes, à Châteauroux, à Aubagne. Et c'est un vrai choix politique de mettre de l'argent là, plutôt que de le mettre, par exemple, dans 3 parkings. Nous arrêtons tout de suite les 3 parkings souterrains prévus actuellement. C'est 30 millions d'euros. De ces 3 parkings, c'est 900 voitures de plus parce que ces parkings sont en centre-ville. Donc ça va aspirer des voitures qui vont créer encore plus de bouchons. Il vaut mieux avoir des parkings de délestage et développer par ailleurs tout ce qui est mobilité douce parce que cette ville est une ville agréable avec des canaux. S'il y a moins de voitures, moins de stationnement, il faut plus de pistes cyclables, et je suis désolée, M. Pacul, mais l'état des voiries et des trottoirs est dans un état, cet état est lamentable. Ça fait des années que vous êtes à la mairie et que rien n'a été fait. Nous avons dénombré plus de 120 rues qui nécessitent un gros travail, et nous devons faire une planification des travaux de voirie, parce que vous êtes avec une poussette ou un fauteuil roulant ou même à pied, c'est compliqué. C'est une ville bruyante, c'est une ville qui n'est pas adaptée. Donc il faut l'adapter aux nouvelles mobilités douces et aux nouvelles façons. Attendez, pour qu'on comprenne bien, qui finance les routes là ? Parce que vous avez créé le conseil départemental, vous avez créé il y a deux débats. Qui n'a pas départemental. Et contrairement à ce que dit M. Pacul, nous avons refait la RD2 et nous avons voté 60 millions d'euros pour refaire la RD 600. Oui. Donc il faut qu'ils se promènent autour... On oublie le boulevard de Verdun qui fait à peu près 4 km, où là vous avez un débat avec M. le maire. Oh, oui. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat parce que j'espère qu'on s'entendra là-dessus. Si c'est moi qui suis élu, nous pourrons remettre de la coopération, parce que là nous sommes toujours dans une confrontation avec la région, le département. Les choses n'avancent pas. On l'a vu, le pont Sadi-Carnot a été fait en coopération, donc tout peut être fait en coopération. C'est ce que je souhaite faire avec vous si je suis élu maire aussi, parce qu'il faut entériner ce débat effectivement du boulevard de Verdun qui est stérile, qui s'est politisé pour rien, comme avec M. Bouldoir sur l'agglo à Frontignan. Je suis bien d'accord avec vous. Par contre, là où il y a un peu confusion des genres de la part de Mme Kalueba sur le financement, si moi aussi je ne souhaite pas que les 3 parkings qui sont prévus voient le jour de la même manière que ce qui est prévu, notamment celui de la place Aristide Briand, qui tuerait les commerçants aujourd'hui après le Covid et qui reviendrait à amener des gens au cœur de la cité, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je souhaite garder un parking à la promenade JB Marty et un parking sur ce qu'on appelle le parking du Mascoulet, d'accord, avec un pôle d'office que je présenterai de suite. Mais attention, les financements qui sont votés, c'est sous la société mixte Felicita. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec des financements de l'agglo sur les transports. Felicita, c'est une société mixte dans laquelle la mairie est partie prenante. Donc on fera des économies là. Mais les économies que vous ferez sur ces financements-là ne seront pas les économies ou le gain d'argent que vous aurez sur l'agglo. Ah, mais c'est 2 problèmes différents entre le parking et les transports. Oui, mais vous mêlez les deux. Mais il n'empêche que vous pouvez aussi demander à l'agglo de participer à des aménagements sur son territoire de parking de délestage, parce que les parkings de délestage, vous connaissez la situation très particulière géographique de la ville, et on ne pourra pas forcément faire des parkings de délestage sur le territoire de la ville, mais peut-être à l'extérieur. Et là, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un projet d'agglo et un projet Vous parlez beaucoup de l'agglo. Eh bien oui, parce que moi, il me semble que c'est important d'avoir une liaison et que nous, dans le cadre du ticket que j'ai proposé à Sébastien Denaja, nous soutiendrons sa candidature à la présidence de l'agglo, parce que moi, je suis contre un cumul dans les mains d'une même personne, mais nous travaillerons de concert et en coopération avec tous les maires de la commune.
Et vous, votre vision de l'aglopole, c'est la même personne à la mairie et à l'aglopole? Bien sûr, je veux juste revenir sur le financement, parce que c'est important, parce que Sète est une ville quand même où les impôts sont élevés. On ne va pas financer le transport gratuit en remplaçant par des parkings payants. Ça n'existe pas. Ça, il faut bien que les gens le sachent. Hein. Soyons bien d'accord là-dessus. Ma vision sur l'agglo doit être une agglo ouverte. Aujourd'hui, moi, j'apprécie pas la lutte qu'il y a eu entre Frontignan et Sète. Bien évidemment que si je suis élu le 28 juin, je me présenterai à la présidence de l'agglo, mais je souhaite mettre toutes les villes au centre de l'agglo et non plus que Sète se voit comme la ville centre de l'agglo. Parce que nous avons... Mais vous cumulerez les deux fonctions. Tout à fait. On va parler d'économie maintenant, et c'est très important en ce moment avec la crise que l'on traverse. On rappelle qu'à Sète, il y a 44 000 habitants, que le taux de chômage fait partie des plus élevés avec 13%. Comment va-t-on relancer l'activité? Quelles sont vos solutions face à la crise? Allez, on commence avec vous, Sébastien. Alors, ma solution face à la crise, il n'y a pas de solution miracle. Déjà, c'est diversifier l'économie de la ville, comme je vous le disais, en travaillant autour de l'économie. Fiscalité zéro pour les entreprises qui sont basées autour des énergies renouvelables. Ensuite, je souhaite faire de Sète une ville pionnière, une ville phare du sud de l'Europe en termes d'environnement, un peu comme Malm a été fait ici, fait au nord de l'Europe. De quelle façon, avec quoi par exemple? Alors, vous avez des financements par des green bonds, d'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez faire des financements sur de l'emprunt vert, vous allez inciter des entreprises à venir s'implanter ici et vous allez développer une qualité environnementale, j'ai envie de vous dire, HQE. C'est-à-dire que nous allons implanter dans les écoles et sur tous les sites sensibles des détecteurs pour voir qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Nous allons ensuite chercher toutes les solutions novatrices en termes d'écologie et de déplacement. Justement, c'est pour ça qu'on parlait de déplacement sur la ville, pour pouvoir avancer. Vous savez, j'ai un entrepreneur aujourd'hui qui m'a proposé de s'implanter à Sète. Cet homme fait quelque chose qui est tout simple, c'est de la lessive. Mais de la lessive... De la lessive verte, j'espère. Verte. C'est-à-dire qu'il laisse 0 déchet dans les refoulements. Il propose de créer 50 emplois, s'il s'implantait sur la ville de Sète, et de faire payer aux Sétois 30 € par an pour avoir de la lessive à volonté. C'est-à-dire que je fais gagner de l'argent aux Sétois. Je fais de Sète une ville dont on va parler sur l'écologie. Et en plus, je crée de l'emploi. C'est vous le candidat Europe Écologie Les Verts ou c'est vous Véronique Allieubat? C'est moi le candidat Europe Écologie Les Verts. Ça s'appelle du... Oui, d'ailleurs, elle est plus que la seule, Ça s'appelle du green bashing. Je crois qu'elle est la seule des Europe Écologie Les Verts maintenant sur la liste, puisque les autres sont partis. Non, pas du tout. Nous avons greenwashing. Pas du tout. Puisqu'on parlait de machine à laver, greenwashing. Monsieur Laurent Hercé est membre d'Europe Écologie Les Verts et numéro 8 sur ma liste, et il y en a un autre. Alors, je m'excuse pour lui. Christophe Ocagne, qui est je le connais. Commerçant, voilà, sur l'avenue. Donc, faire venir des entreprises vertes, ça, c'est votre solution c'est pour mon notamment credo. Répondre à la crise. Et alors, vous, Véronique Allieubat? Il faut, donc on reparle par rapport à l'emploi et à l'économie. Évidemment, le cœur est aussi de refaire venir de l'artisanat et des entreprises sur l'entrée Est, puisque là, il y a 35 hectares. Et il y a tout un travail à faire au niveau de la ville sur tout ce qui est maîtrise énergétique des bâtiments publics et des bâtiments privés. Il y a tout un travail à faire sur tout ce qui est isolation, sur ce qui est transformation écologique, bien évidemment. Et donc, nous avons là un vivier d'entreprises qui peut venir s'installer, qui peut travailler. C'est-à-dire que quand on sort de l'économie actuelle sur les grands promoteurs qui font travailler que les grandes industries, nous, il faut faire travailler les industries et l'artisan local, pour qu'ils puissent réinvestir sur la ville. Nous avons aussi un travail à faire avec la région, autour du port, parce que c'est quand même créateur d'emplois. Il y a une plateforme, la ZIFMAR, qui est en train de se mettre en place. Et autour, j'ose espérer, quand nous aurons remis en place une coordination avec le port et une coopération, nous pourrons avoir des entreprises qui vont s'installer là aussi. Il y a aussi tout ce qui est, dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est quand même rénovation des voiries, etc. Ça va créer de l'entreprise. Il faut continuer à développer le commerce. Nous avons des tas de quartiers abandonnés. Je pense par exemple au quartier Révolution, dans lequel tous les commerces sont pratiquement fermés. Donc il faut réinstaller des gens qui y vivent, donc réinstaller le commerce. Relancer le et la pêche et la conchiculture, je voudrais finir là-dessus, parce que c'est quand même beaucoup d'emplois, des emplois directs et des emplois induits, et que si on n'a pas on va laisser un petit peu de place projet à Sébastien de territoire, eh bien l'étang de Thau sera en danger.
Il y a dans votre programme la clause Molière. Vous voulez activer la clause Molière pour l'attribution des marchés publics. On va réexpliquer ce que c'est. Les employés affectés à ce marché doivent parler et comprendre le français. Comment vous pensez pouvoir la faire appliquer, cette clause qui a été plusieurs fois retoquée parce que jugée discriminatoire? Alors moi, si vous voulez, au-delà de la clause Molière, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse travailler nos entreprises locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, vous voulez des quotas de sétois dans les employés, mais comment vous voulez contraindre même pas de les sétois, entreprises d'entreprises sétoises aussi. Parce que quand on voit aujourd'hui les marchés publics, ils sont attribués à des entreprises dont on ne sait pas d'où elles viennent, d'où elles sortent. On voit certains chantiers, même HLM aujourd'hui, qui sont arrêtés. Oui, mais ça, ce sont les règles de la concurrence. Et ensuite, ça, ce sont nos règles de marché. C'est-à-dire que quand vous définissez un marché, lorsque vous êtes maire ou le président de la commission d'appel d'offres, vous mettez vos conditions. C'est-à-dire que vous pouvez bien être une condition géographique avec une note meilleure ou moins disante. On appelle ça le mieux disant ou le moins disant. Mais et c'est à partir de là que vous faites la différence. de faire une préférence vis-à-vis de certaines entreprises. C'est légal du moment où ce n'est pas un critère déterminant. Ce n'est pas de certaines entreprises, c'est d'une certaine géographie. Ça s'appelle les circuits courts. Et ça existe et ça va se développer de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, il est impensable de voir un menuisier sétois, avec le nombre d'immeubles qui se construisent, voir un menuisier qui arrive du Portugal ou de je ne sais où, qui construit, qui profite de la richesse et qui rapporte rien à la ville de Sète. C'est impensable. Mais ça, c'est la libre concurrence des marchés publics. Véronique Kalueba, quelle est votre réaction sur cette proposition ? Moi, je n'ai pas du tout ce genre de proposition, mais je pense qu'il y a une proposition bien plus importante que la mairie de Sète n'a pas pris, c'est tout ce qui est clause d'insertion sociale. C'est-à-dire que dans tout appel d'offres, dans tout marché public, on doit avoir une partie qui est proposée, une partie des emplois, qui est proposée à des jeunes sétois, soit qui sont en formation, soit qui sont en réinsertion, et particulièrement dans les quartiers politiques de la ville, quelle que soit leur origine ou leur niveau de langue. Les quartiers politiques de la ville. Ah. Et dans ces clauses-là, ça permet d'insérer et de donner du travail aux jeunes. Et moi, je reste convaincue qu'il faut donner de la formation, donner du travail dans le cadre de petits marchés. C'est pour ça que les grandes opérations de promotion immobilière ne s'adressent jamais à des petites entreprises locales. Et il faut travailler à reconstruire la ville sur la ville et des petits chantiers, y compris dans les cadres des logements sociaux dont nous avons besoin, pour faire travailler le marché local. Mais pas du tout dans cette clause Molière. Vous voulez réagir sur la clause Molière, peut-être ? Non. Donc, vos propositions tournent quand même autour de mettre en avant les sétois. Comment vous pensez vous y prendre ? Entreprise régionale, d'accord. Après, il faut dire quand même une chose. C'est qu'aujourd'hui, le 32% de taux de pauvreté qu'on retrouve chez les jeunes, notamment à l'île de Thau, c'est l'échec conjoint de 30 ans de politique entre le conseil départemental, François Comène, qui sont allés dans ces quartiers pour des motifs électoraux, mais qui n'ont rien fait pour ces gens-là. Donc, il faut les former. Comment pouvez-vous dire ça ? Il faut les former. Comment pouvez-vous dire ça du conseil départemental avec Hérosport, qui est un des piliers, et heureusement qu'il est là, Hérosport, un des piliers et de l'associatif, etc. Vous savez, moi, les Sétois me disent, quand je vais là-bas, Hérosport me donne des t-shirts, et puis après, je ne les vois plus. Bon, bah alors ça, c'est ce que me disent les Sétois quand je vais là-bas. Et quand ils voient François Comène, ils me disent, il vient au second tour des élections, et on ne le voit plus. Bon, aujourd'hui, on a ce vivier de jeunes. On a un CFA. Il faut aussi faire une détection de quelles sont les personnes qui ont un niveau de qualification qui ne correspond pas à ce que nous pouvons proposer. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on envoie des jeunes dans des écoles et finalement, quand ils ont fini l'école, on leur dit « mais tu sais quoi, il n'y a pas d'emploi pour toi ». Donc déjà, faisons le diagnostic de ceux dont nous avons besoin et de comment nous les formons. Et un dernier point, et là je pense que Mme Kalueba va m'applaudir, c'est que je pense que beaucoup trop de choses qui appartenaient aux services en régie de la mairie sont parties vers le privé. Et notamment des petits travaux d'entretien, de voirie, etc. Et la mairie doit reprendre aussi son rôle dans ces travaux-là et être génératrice et créatrice d'emplois pérennes. Il nous reste quelques minutes. Je suis ravie d'entendre certaines choses. Oui, j'avais dit que vous allez m'applaudir. Pour les services publics, parce qu'effectivement, il y a une reprise en main des services publics, y compris d'aller jusqu'à la reprise en régie publique, en maîtrise publique de l'eau. Et ça fait quand même 15 ans que vous êtes à la mairie et que vous avez voté pour tout ce démantèlement des services publics qui étaient créateurs d'emplois. Voilà. Et donc, par contre, je voudrais réagir par rapport, depuis des années, il y a une présence
justement du conseil départemental par HéroHabitat et par le maillage des associations de ce quartier et la mise à disposition des espaces de HéroHabitat sur le quartier. Et heureusement que nous sommes là, parce qu'il y a un abandon de ce quartier-là par la mairie depuis 20 ans. Il y a un abandon qui arrive à des situations dramatiques. Donc là aussi, il y a du travail de retrouver le terrain du lien avec les habitants et avec la population. Il nous reste juste quelques minutes. Votre délégation, aujourd'hui, Madame Kalueba, elle est de combien de millions d'euros sur 2017 à peu près? Enfance Famille. Oui. Enfance Famille, c'est-à-dire pour 3000 enfants confiés et la PMI, etc., les assistantes familiales, les assistantes maternelles, elle est de 162 millions d'euros. D'accord. Donc je gère 162 millions d'euros. Combien vont sur 7 ? Parce que moi j'avais 149 millions d'euros en 2017. Non, donc ça 162 millions d'euros. Alors moi je ne vais pas vous dire combien exactement va sur 7 parce que entre l'insertion, le RSA, les handicaps, les personnes âgées, les assistantes familiales, les assistantes maternelles, l'AMEX et j'en passe, la PMI, je pourrais vous faire le compte. Attention, mais à mon avis, vous seriez surpris. Il nous reste peu de temps. On va juste quand même expliquer que vous êtes vice-présidente du conseil départemental en charge notamment des questions d'enfance et de famille, voilà, pour que tout le monde comprenne bien. Il nous reste peu de temps. Je voudrais juste quand même vous entendre sur un thème important, ce qui est celui du tourisme. Quelle est votre vision par rapport à ça, Sébastien Pacul? Alors, aujourd'hui, il y a eu le choix du tourisme culturel qui a été fait, qui a porté quand même un niveau de reconnaissance qui est satisfaisant. Mais ce tourisme-là, il est quantitatif. Moi, je souhaite que nous revenions à un tourisme plus qualitatif. C'est quoi un tourisme plus qualitatif, c'est par exemple de requalifier les appartements qui sont sur les quais. Aujourd'hui, on sait que ce sont des résidences secondaires qui sont très petites, qui font 28 mètres carrés. Ça ne correspond plus trop à la demande et c'est pour ça qu'en ville, on voit le développement exponentiel du BNB, ce qui fait exploser l'immobilier. Je souhaite donc que, comme sur les régions de Tignes, de Val d'Isère, les vieilles stations de ski, nous puissions requalifier ces appartements. Là, ça passe par des aides ? Ça passe par des aides, évidemment, et avec l'Europe notamment. Ensuite, je souhaite aussi que nous développions des hôtels. Trop d'hôtels ont fermé. Mon projet comporte 7 hôtels pour 7 ans, 6 ans, parce qu'il est important aussi d'avoir une autre qualité d'accueil pour développer les congrès et non pas que le tourisme autour d'une série télévisée qui, le jour où elle s'arrêtera, n'aura plus qu'un effet soufflé. Donc vous voulez que les gens viennent et restent à 7 pendant plusieurs jours. Et vous, Véronique Kalueba? Oui, mais ça, par rapport à l'accueil, effectivement, ça rejoint un peu la problématique des plateformes. Si on veut des hôtels, il faut arrêter qu'il y ait de la location comme ça qui prenne le pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les vacanciers veulent un autre type d'hébergement. Voilà, nous avons besoin des touristes parce que c'est une belle ville, les gens ont envie de venir. Mais quand vous arrivez, que vous voyez actuellement ce qui est fait, par exemple cet aménagement sur les quais de la Marine, qui est un aménagement à l'arrache, on va dire, qui est lamentable, qui est fait d'une façon vraiment minable, alors que c'est nos Champs-Élysées, c'est le lieu sur lequel les gens devraient venir et avoir plaisir de promener et de rester, que ça doit leur donner envie de découvrir et de vivre cette ville. Donc là, il y a des planifications à faire aussi en termes d'aménagement qui n'ont jamais été faites depuis des années. Les paquebots de croisière, vous êtes pour? Alors, les bateaux de croisière, il faut le réguler parce que nous avons bien travaillé sur la pollution de l'air que cela amène. C'est extrêmement polluant et on a vu là, pendant la crise du Covid, comment ça pouvait être aussi dramatique pour les gens qui se retrouvaient coincés sur les bateaux. Donc là aussi, les bateaux de croisière, les yachts, ça, il faut réguler tout ça parce que ça ne correspond pas non plus à la forme d'un tourisme d'accueil. Quand les bateaux de croisière, c'est bien, mais les gens y viennent, ils repartent. Et ils consomment pas tant que ça. Les commerçants des Halles sont pas ravis du tout des croisiéristes parce qu'ils ne consomment pas. Donc c'est tout un tourisme différent à revoir. Juste votre idée sur les bateaux de croisière en quelques secondes et après on conclura. Quand on parlait de l'exemple de Malm, à Malm, aujourd'hui, ils récupèrent la chaleur dégagée par les bateaux de croisière lorsqu'ils sont à l'arrêt pour en faire du chauffage. Pourquoi ne pas le faire avec la région ? Donc vous êtes mais pour. moi, les croisiéristes, aujourd'hui, je suis pour. Même s'ils ne restent pas forcément à 7 et s'ils partent visiter c'est à nous de développer une politique de la région. avec le club croisière qui existe, mais qui n'est pas suffisamment financé par la ville, avec la CCI et avec les commerçants et les tours opérateurs pour les conserver en ville. Parce que oui, il ne faut pas qu'ils aillent de partout à Carcassonne, à Avignon, sinon ça ne sert à rien. Nous servons d'aéroport, j'ai envie de vous dire grossièrement. Ils viennent, ils passent 2 heures en ville. Mais l'idée, c'est de les conserver et de leur donner envie de revenir. Parce que c'est à de l'avenir dans la tradition. Et effectivement, il faut leur montrer ces traditions sétoises. Allez, vous gardez la parole, Sébastien Pacul. Il nous reste 1 minute, donc je vais vous laisser la première conclusion. Si vous aviez un dernier argument pour les électeurs, quel serait-il ? Mon dernier argument, ça sera la mutuelle communale.
qui permettra à chaque électeur aujourd'hui qui souhaite en bénéficier d'avoir un régime de santé, et on le voit aujourd'hui qui est très important, pour une économie de 30 € par mois. C'est-à-dire qu'il économisera tous les mois 30 €. Et ça, si vous le voulez, on est le 18 juin, je vous lance l'appel, allez voter. Véronique Kalueba, votre conclusion, votre dernier argument? Mon dernier argument, c'est que nous avons été positionnés avec Sébastien Denaja juste derrière le maire, et c'est un vrai désir, souhait de la part des Sétois de voter pour une nouvelle équipe, un nouveau projet, un projet créatif, un projet dynamique, un projet moderne et qui va faire rentrer Sète dans les besoins que nous avons pour le 21e siècle. Donc le 28 juin, nous appelons tous les électeurs, de gauche ou pas, à voter pour nous. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Donc, rendez-vous tous les deux et avec le maire sortant aussi pour le 28 juin pour cette triangulaire à 7. Ce débat est à retrouver évidemment sur notre site internet. Demain, on s'intéresse à la ville de Carcassonne en compagnie de Valérie Luxet. Et dans quelques instants, eh bien, place à l'info puisque vous allez retrouver votre 19-20. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée à vous. Merci. Merci. Au revoir.